Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger l'évaluation sur le pH. Et faites attention, cette vidéo est la vidéo de correction du sujet B. Mais évidemment, vous pouvez aussi regarder la vidéo du sujet A pour vous entraîner. Ok, je vous explique rapidement ce que vous allez devoir faire avec cette vidéo. Donc, ce que vous devez faire, je vous ai rendu justement votre sujet. Vous, ce que vous devez faire, vous pouvez évidemment regarder la vidéo en entier, je vous y encourage d'ailleurs parce que je réexplique pas mal de choses. Mais ce que vous devez faire, c'est que vous devez identifier là où vous avez perdu des points, là où vous n'avez pas eu 4 étoiles et 4 étoiles, pour prendre la correction. Je passerai dans les rangs pour vérifier. Évidemment, vous pouvez quand même regarder tous les exercices. Je vais vous mettre des timecodes pour que vous puissiez savoir, pour que vous puissiez ne regarder que l'exercice 1 si vous voulez, ou passer directement à l'exercice 2, etc. Ok, on fait d'abord un petit point sur les compétences. Parce que je vous rappelle, les compétences, c'est ça qu'il y a à regarder pour savoir où vous améliorer. Première compétence, là où vous avez parfois perdu un peu de points, passer d'un registre de langue à un autre. Comment est-ce qu'on perd des points là-dessus? Quand on va trop vite pour lire les documents ou bien pour lire les consignes. Les erreurs que j'ai vues classiquement, c'est que parfois vous avez une question qui est en deux parties. Là par exemple, comment s'appelle ce dispositif et comment faut-il s'en servir? C'est en deux parties de questions. Si vous répondez qu'à une partie, vous n'avez pas tous les points. Notamment, vous en perdez là-dessus. Et aussi autre chose, si on vous demande la valeur du pH c'est un nombre. Si vous répondez par, je ne sais pas moi, une couleur, si vous répondez par juste un mot, c'est pas ça. Valeur de pH, c'est un nombre. Et même chose, si on vous demande numéro de solution, le numéro de solution, c'est le numéro de la solution. Faites bien attention à ne pas aller trop vite là-dessus. Sur les connaissances, bon, ça évidemment, il faut réviser son cours. Je vous rappelle que vous avez toujours des petites auto-évaluations, des petits papiers avec le tableau, justement, qui vous permettent de savoir si vous êtes au point sur tout ce qu'il y a à connaître pour le brevet. Dans ces tableaux-là, j'explique tout ce qui est à connaître. Donc voilà, servez-vous-en même pour réviser le brevet, pas seulement cette évaluation. Ensuite, communiquer en argumentant. C'est là peut-être où vous avez perdu plus de points. En troisième, vous devez faire très attention. C'est plus possible de ne pas faire de phrase. Si vous ne faites pas de phrase, vous perdez plein de points là. Et ensuite, argumenter, ça veut dire que quand c'est marqué de justifier, on justifie. On ne va pas trop vite, on développe bien, on prend le temps. On utilise des mots de liaison, éventuellement des conjonctions, car, donc, parce que, etc. Tout d'abord, voilà. Organisez votre raisonnement, ça vous rapportera des points là. On passe à la correction de l'évaluation en elle-même. L'exercice 1, c'est un exercice de cours très classique. Et justement, on va commencer par un petit rappel de cours. On a vu qu'il y avait 3 types de solutions. Les solutions acides. Solution acide, ça veut dire pH plus petit que 7. Ce signe-là, il veut dire inférieur à 7, donc plus petit que 7. Neutre, c'est quand pH égale 7. Et enfin, basique, quand pH plus grand que 7. pH supérieur à 7. Ici, vous avez un pH mètre qui est plongé dans une solution de pH 10. pH 10, ça veut dire pH plus grand que 7. Votre solution, elle est basique. C'est comme ça qu'on la qualifie, par un de ces 3 mots. Elle est basique, et pourquoi? Quelle est la justification? Eh bien, on sert de la définition d'une solution basique qu'on a marquée dans le cours, c'est-à-dire que le pH est plus grand que 7. C'était tout bêtement ça l'argument à donner. On va marquer, cette solution est basique. Cette solution est basique car son pH est supérieur à 7. N'hésitez pas évidemment à faire des pauses dans la vidéo, à repasser en arrière si vous avez besoin de temps. Donc, deuxième question, quels sont les ions majoritaires dans cette solution? Un autre point essentiel du cours, c'est les 2 ions qui rendent acide et qui rendent basique. On a vu 2 types d'ions. Les ions qui rendent acide, ce sont les ions hydrogène H+, et les ions qui rendent basique, ce sont les ions hydroxyde HO-. Ça, vous devez absolument le savoir. On vous demande ici quels sont les ions majoritaires dans cette solution, les ions qu'il y a le plus. Dans une solution basique, ce sont les ions HO-. On le marque, les ions hydroxyde. HO- ou OH-, c'est pareil.
ce sont les ions H-. Donc voilà ce qu'il fallait écrire pour avoir tous les points. On passe à l'exercice 2. Là, vous devez retrouver ce qu'on a fait dans l'activité 2, quand on mesurait le pH. On vous montre une photo de ce dispositif, sauf que là, je n'ai pas mis les couleurs, mais juste le nom des couleurs, pour ne pas avoir à imprimer en couleur. Et on vous demande comment ça s'appelle. Parfois, vous êtes trompé là-dessus. Ça, c'est du papier pH. Il y a aussi un pH mètre, mais attention, pH mètre, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ça, c'est du papier pH. Justement, ça correspond au petit bout de papier jaune que vous avez manipulé. Certains d'entre vous l'ont aussi appelé roue des couleurs ou bien échelle de teinte. Faites attention. Ce dont on sert pour mesurer le papier pH, c'est papier pH, et ensuite on compare à l'échelle de couleur. L'échelle de couleur, c'est juste le morceau de plastique où vous avez ça. Mais ce n'est pas l'appareil de mesure en lui-même, ce n'est pas le papier pH en lui-même. Donc la même chose, deux parties de questions. Comment s'appelle-t-il? Comment faut-il s'en servir? On répond à la première partie. Donc c'est du papier pH. Donc toujours petit p grand H. Et comment faut-il s'en servir? Ça, vous vous en souvenez. C'est un bout de papier jaune de base quand il est sec. On verse une goutte de solution dessus. Il change de couleur. Et là, on compare à l'échelle de teinte. Et du coup, ça nous donnera la valeur du pH. Donc, on le note. On verse une goutte de solution dessus. Il change donc de couleur. Il change donc de couleur et on la compare. Donc on compare la couleur à l'échelle de teinte. Ok. Ensuite, la question 2, elle a été bien réussie plutôt. Vous avez trois solutions. Solution 1, solution 2, solution 3. Quand on met une goutte de chaque solution sur du papier pH, ça change de couleur et ça donne les couleurs suivantes qu'il fallait lire avec ça. Donc, coloration violette, ça correspond à un pH 12. Donc attention, ici, il fallait bien marquer un numéro, pas une couleur, pas un mot, juste la valeur du pH. Ensuite, la coloration jaune. Jaune, ça correspond à un pH 5. Et enfin, la couleur vert clair, elle, ça correspondait à un pH 7. Vous voyez ici qu'on retrouve des solutions acides, basiques et neutres. La question 3, elle a été beaucoup moins réussie. Et justement, on va le voir ensemble. On vous demandait quel numéro de solution correspond au vinaigre. Le vinaigre, ça contient ces ions-là, on vous dit. Donc, je vous les réécris parce qu'on ne voit pas très bien. H+, HCO3-. Donc, vous, HCO3-, a priori, vous ne connaissez pas. Peu importe. Par contre, vous connaissez H+. H+, on l'a dit, c'est les ions acides. Ça veut donc dire que votre vinaigre, il est acide, car il contient des ions H+. HCO3-, vous ne le connaissez pas, mais faites attention. On sait que les ions qui rendent basiques, c'est OH- ou HO-. Mais attention, tous les ions négatifs, tous les ions chargés moins, ne sont pas basiques. Ça, c'est pas un ion basique. Cet ion-là ne fait rien du tout. Le seul ion qui compte dans le pH, c'est lui. Et ça, c'est un ion acide. Et quelle est la seule solution acide là-dedans? La solution 2, qui a un pH 5. Et faites bien attention, là où certains d'entre vous ont perdu des points, c'est que moi, je demandais le numéro de la solution. Le numéro de la solution, c'est 2, c'est pas 5. 5, c'est le pH de la solution, son numéro, c'est 2. Ok, et donc là, on s'applique bien pour justifier. Donc, on va marquer le vinaigre contient plutôt, mais peu importe, comporte des ions H+, il est donc acide. Il est donc acide. Il peut ainsi correspondre à
à la solution numéro 2. Ok. Ensuite, question qui a aussi pas été très bien réussie. Quelle valeur pourrait prendre le pH si on mélangeait la solution 1 et la solution 2? Alors, sur votre sujet, j'avais fait une faute de frappe. J'avais mis solution 3, j'ai corrigé. Solution 1, solution 2. Vous voyez que la solution 1 et la solution 2, elles sont différentes. Là, ici, vous avez une solution qui est basique. Là, vous avez une solution qui est acide. Alors, certains d'entre vous m'ont fait des calculs, ont additionné les deux. 12 plus 5, ça fait 17. Pourtant, vous savez que le pH, ça ne peut pas être plus grand que 14. Certains d'entre vous ont fait une soustraction. Mais alors là, attention. Comment est-ce que ça marche, cette affaire? Ici, vous mélangez un acide et une base. Quand vous mélangez un acide et une base, le pH, lui, il va devenir entre les deux. Si vous mélangez un acide et une base, votre solution, elle devient moins acide et moins basique, forcément. Parce que justement, la base va rendre l'acide moins acide et l'acide va rendre la base moins basique. Et donc ça signifie que votre solution, qui est le mélange de ces deux solutions, elle est moins acide qu'elle et elle est moins basique qu'elle. Ça veut dire que votre pH, il est compris entre ces deux nombres. Dans l'idée, j'acceptais toutes les réponses comprises entre 5 et 12. Très souvent, la réponse que vous m'avez mise et celle que j'attendais, c'était la réponse 7, parce que ça donne quelque chose de neutre. Quand vous mélangez un acide et une base, ça vous donne quelque chose de neutre si vous mettez la même quantité des deux. Mais par contre, ça justement, ce qu'il faut voir, c'est que ça peut marcher dans tous les cas. Imaginez que vous ayez une solution de pH 4 et une solution de pH 6. On est d'accord, les deux sont acides. Si vous mélangez deux acides, vous avez encore quelque chose d'acide. Ça ne va pas faire 4 plus 6, 10. 10, c'est basique. Si vous mélangez une solution de pH 4 et une solution de pH 6, et bien votre pH, il va être entre les deux. Il va donc valoir 5. C'est comme ça que ça marche le pH. C'est comme ça que vous devez raisonner quand on fait des mélanges. Et donc là, ici, par contre, si on revient à nos affaires, si on mélange pH 5 et pH 12, on arrive sur une valeur entre les deux, par exemple 7. Ok. On passe à l'exercice 3 sur l'effet de la dilution. Cet exercice-là, il n'a pas été très bien réussi pour une partie d'entre vous. Je vous conseille de revoir la partie du cours dessus, parce que ça, c'est au brevet. Donc justement, on vous explique un petit peu. Les solutions très basiques, elles peuvent être dangereuses. Et pour les rendre moins dangereuses, on les dilue, c'est-à-dire qu'on ajoute de l'eau dedans. Et donc là, justement, on se rend compte de quelque chose. Même si vous ne connaissez pas très bien votre cours, si vous avez bien lu l'énoncé, on vous donne une information très importante qui va vous permettre de mieux faire l'exercice. Diluer, ça veut dire ajouter de l'eau. On va s'en servir après. Déjà, on vous demande, ça c'est une question de cours, qu'est-ce que ça vaut le pH de l'eau? L'eau, c'est ni acide ni basique, c'est neutre. Et neutre, c'est un pH 7. Donc le pH vaut 7 et du coup, la solution, elle est neutre. Ok. Et là maintenant, donc on ne parle plus d'eau, on vous parle d'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est représenté comme ça, par cette solution dans ce bécher. Vous voyez que dans cette solution, vous avez des ions HO- qui sont représentés par des espèces d'ovales vert jaune. Okay. Et ensuite, vous avez des molécules d'H2O, donc de l'eau, représentées par des rectangles. Vous, ce qu'on vous demandait, c'était de modéliser cette solution, c'est-à-dire représenter la solution une fois qu'elle a été diluée, c'est-à-dire une fois qu'on a ajouté de l'eau dedans. Donc analysons un peu ça. Là-dedans, vous voyez que vous avez des ions HO-, votre eau de Javel, elle est donc basique, les ions HO-, c'est les ions basiques, et vous en avez 5. Vous avez 5 HO- et vous avez 2 H2O. Quand vous allez diluer, vous allez ajouter de l'eau. Donc si vous ajoutez de l'eau, vous ajoutez des H2O. Faites attention, la dilution, elle ne supprime pas d'ions. Vous n'allez pas enlever des ions HO-. Vous allez juste rajouter de l'eau, juste rajouter du H2O. Et donc, comment est-ce qu'on peut représenter ça? En fait, un peu comme vous voulez, vous étiez plutôt libre. L'important, c'est qu'il y ait le même nombre de HO-. Et que vous rajoutez de l'eau, ça veut dire que ça augmente. Si vous voulez, vous pouvez mettre
3H2O, 4H2O, 5H2O, 6, etc. L'idée, c'est juste qu'il y ait plus d'eau. Moi, je vais décider d'en mettre 4. J'ai rajouté un peu d'eau. Donc là, on représente. Donc essayez de le faire proprement. J'ai pas enlevé de points là-dessus sur l'évaluation, mais en brevet, voilà. Hein. Perdez pas des points bêtement en faisant quelque chose d'illisible ou de pas propre. On représente du coup les 4 molécules d'eau et les 4 ions HO-, pardon, 5 ions HO-, en gardant bien la même légende, les ovales pour les HO- et les rectangles pour les H2O. Ok, tant pis si ça dépasse un peu du bécher, il n'y a pas beaucoup de place. Et maintenant, une question encore un petit peu difficile. On vous demande ce que va faire le pH de l'eau de Javel, c'est-à-dire comment va-t-il évoluer à cause de la dilution. Donc justement, l'eau de Javel, on a dit, c'est adhésion HO-, c'est basique. Quand vous ajoutez de l'eau dedans, l'eau c'est neutre, qu'est-ce qui va se passer? On peut reprendre le raisonnement qu'on avait utilisé à la question, à l'exercice 2. Imaginez que votre eau de Javel, c'est un pH de 10. Votre eau, c'est un pH de 7. Si vous mélangez de l'eau et de l'eau de Javel, ça va vous donner un pH entre les deux. Ok? Parce que, justement, ce qui se passe, c'est que plus vous ajouterez d'eau dans votre solution, plus vous allez ajouter du neutre dans votre base, et plus le pH il va se rapprocher de 7. C'est-à-dire que plus vous allez diluer, c'est-à-dire plus vous rajoutez d'eau, plus vous vous rapprochez du pH de l'eau. Mais par contre, si vous diluez pas beaucoup, si vous ajoutez juste une goutte d'eau par exemple, eh ben, vous allez rester proche du pH de l'eau de Javel. Mais à cause de la dilution, l'eau de Javel va devenir moins basique parce que vous avez dilué, vous voyez, c'est moins concentré en ions HO-, parce qu'il y a plus d'eau. Et du coup, comme votre solution elle devient moins basique, elle se rapproche d'une solution neutre. Attention, elle ne peut pas devenir acide, parce que si vous mélangez du neutre et de la base, vous n'allez pas obtenir un acide. Ce qui va se passer, c'est qu'au mieux, si vous ajoutez énormément d'eau, votre pH il va se rapprocher de 7. C'est comme ça que ça marche la dilution. On va essayer de l'expliquer. Donc, le pH de 7, ah oui, et dernier point, le pH de l'eau de Javel, du coup, comme il se rapproche de 7, il diminue. Le pH de l'eau de Javel, là je donne un exemple avec 10, mais ça marche absolument avec tous les pH de solution basique. Ce qu'il y a à retenir dans la dilution, c'est qu'une dilution, quand vous diluez une solution acide ou basique, vous rapprochez son pH de 7, qui est le pH de l'eau. Le pH de l'eau de Javel va diminuer se rapprocher de 7. Donc justement 7 c'est le pH de l'eau, on va le marquer, donc de l'eau normale, hein, pas de l'eau de Javel. Le pH de l'eau du fait de la dilution. Donc ça c'est un point très important du cours, hein, mais vraiment pas facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le NT, en commentaire de cette vidéo, peu importe. On passe au dernier exercice qui vous explique justement le principe des pluies acides. Alors, cet exercice-là, vous voyez, il ne faisait pas intervenir de connaissances. Évidemment, c'était plus facile si vous connaissiez bien votre cours parce que ça, on l'avait vu en activité, dans l'activité 3, et on l'avait vu aussi en exercice. Mais vous pouviez quand même vous en sortir. Ça vous explique le principe des pluies acides. Des pluies acides, c'est quand le pH, quand la pluie elle est plus acide que d'habitude, que son pH est plus petit que d'habitude, à cause de la pollution notamment. Et on vous dit que la pluie acide, quand elle tombe sur des bâtiments en zinc, il va y avoir une réaction chimique. L'acide de la pluie
donc les ions H+ acide, et le zinc vont disparaître. La réaction chimique, elle a lieu entre ces deux-là. Quand ces deux choses, donc ions acides H+ et zinc, ils réagissent, ils disparaissent et ils créent une nouvelle chose, donc même deux nouvelles choses, du dihydrogène des ions zinc. Donc là, on est dans le principe de la réaction chimique, qui est super importante. Les choses qui réagissent, vous le savez, on appelle ça les réactifs. C'est ça qui réagit et donc qui disparaît. Et au contraire, ce qui apparaît, ce qui est formé par la réaction, c'est du dihydrogène et des ions zinc. C'est ce qu'on appelle des produits. Ils sont créés. Ok. Et là, justement, dans la consigne, donc il fallait bien lire et bien analyser, on vous demande d'expliquer comment est-ce qu'on a identifié les espèces formées. Les espèces formées, c'est les produits. Comment on sait que c'est du dihydrogène qui a été formé et pas du dioxygène, par exemple? Comment on sait que c'est du zinc et pas du chlorure? Justement, là, vous deviez expliquer les expériences à faire pour trouver qu'est-ce qui était apparu. Qu'est-ce qu'on a dû faire comme expérience pour montrer que c'était ces deux choses-là et pas autre chose. Et pour ça, il fallait se servir des tableaux, des documents. Ces tableaux-là, vraiment hyper importants, vous allez les retrouver au brevet, ils ne sont évidemment pas à connaître par cœur, mais vous devez savoir les lire. Et dans les deux sens. Donc, parce que, justement, là ici, ce qu'on vous demande, vous savez déjà qu'il y a du dihydrogène. Et on vous demande pourquoi vous savez qu'il y a du dihydrogène. C'est le sens inverse de d'habitude. Normalement, vous faites l'expérience et vous en déduisez qu'est-ce qui a été formé. Là, c'est l'inverse. Vous savez déjà ce qui est formé, mais pourquoi est-ce qu'il a été formé? Donc, justement, là ici, ce qu'on pouvait faire, c'est que dans votre tube à essai où vous avez mis des ions H+ et du zinc solide, il s'est formé un gaz. Ok, mais quel gaz? Pour trouver le gaz, on pouvait faire 3 expériences, 3 identifications. Si le gaz qui était dans le tube à essai, c'était du dioxyde de carbone, normalement, quand on ajouterait de l'eau de chaud, elle deviendrait trouble. Là, ici, a priori, ce n'est pas le cas. Si c'était du dioxygène, quand on ajoute une allumette dedans, elle devrait briller plus fort. Là, a priori, même chose, c'est pas ce qu'on a observé, comme on sait qu'on a du dihydrogène. Et enfin, quand on met du dihydrogène, quand on met une allumette dedans, ce qui se passe normalement, c'est un pop. Donc là, comme c'était du dihydrogène que vous aviez dans votre tube à essai, ça a produit un bruit de détonation, un pop. C'est ça l'expérience qui s'est produite. Donc, justement, on peut commencer à l'écrire. Donc là, c'est pas mal d'organiser le raisonnement en utilisant par exemple des mots de liaison. Par exemple, tout d'abord, on sait que du dihydrogène a été produit, car il y a eu une détonation, donc un bruit d'explosion, une petite explosion, au contact d'une flamme. C'est ça l'expérience à faire pour identifier le dihydrogène. S'il ne se passe rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de dihydrogène. S'il y a un bruit, c'est du dihydrogène. Et ensuite, deuxième chose à identifier, parce que même chose, cette question-là elle était en deux parties. Vous deviez dire pourquoi le dihydrogène s'est apparu et pourquoi l'ion zinc s'est apparu. Comment on le sait? Comment on sait que c'est des ions zinc? Et là, on arrive peut-être sur quelque chose d'encore plus important. Parce que ce tableau-là, on l'a déjà vu en fait vraiment beaucoup de fois. Parce que ça correspond à une méthode que vous devez connaître, qui s'appelle la méthode d'identification des ions. Si vous avez une solution et que vous voulez savoir quel ion elle contient, vous devez ajouter de la soude et du nitrate d'argent. Vous ajoutez ces deux choses-là dans votre solution et vous regardez la couleur du précipité formé. S'il y a un de ces ions dans cette solution, il va se former un précipité, c'est-à-dire un solide,
d'une certaine couleur. C'est comme ça qu'on reconnaît les ions dans une solution. Et là justement, s'il y a des ions zinc dans votre solution, qu'est-ce qui doit se passer? Donc là, vous avez des ions zinc, des ions Zn2+. On doit lire le tableau dans ce sens-là. Vous savez déjà que vous avez des ions zinc. Quelle est l'expérience à faire pour prouver que c'est des ions zinc? Déjà, on doit lire ce qu'on doit ajouter. Ici, c'est de la soude qu'on doit ajouter, pas du nitrate d'argent. Avec le nitrate d'argent, les ions zinc ne feront rien. Mais si vous ajoutez de la soude aux ions zinc, alors qu'est-ce qu'il se passe? Ça forme un précipité blanc. C'est donc ça l'expérience qu'on a faite. Comment on s'est rendu compte que c'était des ions zinc? On a mis de la soude dans notre solution et on s'est rendu compte que ça devenait blanc. Ça formait un précipité blanc. Ok, on le note. Donc toujours des mots de liaison pour organiser le raisonnement. Ensuite, donc, quand on a ajouté de la soude à la solution, il s'est formé un précipité blanc, du fait des ions Zn2+, des ions zinc. Ok. Et là, on arrive même chose sur quelque chose qui n'a pas été très bien réussi, écrire l'équation de réaction. Pourtant, c'est super important. On va encore le refaire plusieurs fois dans l'année et je m'assurerai que vous sachiez le faire pour le brevet et pour le lycée parce que vous allez le faire très souvent. Ici, vous deviez le remplir avec les formules des espèces. Les formules, ce n'est pas les noms en toutes lettres. C'est justement les symboles, avec juste quelques lettres. L'équation de réaction, ça marche toujours pareil. C'est comme une équation mathématique. De ce côté-là de la flèche, vous avez les réactifs, ce qui réagit, ce qui disparaît. Quand vous les ajoutez, d'où le symbole plus, ça vous donne de nouvelles choses qu'on appelle les produits. Ici, en fait, on les a déjà identifiés. On sait qui sont les produits et qui sont les réactifs. Donc, les réactifs, c'est ce qui réagit. C'est ce que vous avez mis ensemble et ça fait une réaction chimique. Ici, on vous dit que quand la pluie elle tombe sur du zinc, sur un bâtiment en zinc, il y a une réaction chimique. Ça veut dire que l'acide réagit avec le zinc. Ok, c'est donc eux les réactifs. Et quand justement ils réagissent, il y a de nouvelles choses qui apparaissent, le dihydrogène et les ions zinc. On va essayer de le marquer au niveau des formules. Les ions acides, ça se note H+. Ok, pas de souci. Le zinc solide. Le zinc, le symbole du zinc, vous le retrouvez ici mais sans les plus, c'est juste Zn. Ça, c'est le zinc solide. Et ensuite, au niveau des produits, on vous dit qu'il y a du dihydrogène. Dihydrogène, c'est H2. Et on vous dit aussi qu'il y a des ions zinc. Les ions zinc, c'est Zn2+. Ok. Déjà, si vous écrivez ça, c'est pas mal du tout. Mais on peut encore passer au niveau supérieur pour équilibrer la réaction. Parce qu'en fait, il y a encore quelques erreurs là-dedans. Parce que ce qu'on a appris, c'est que pour équilibrer une équation de réaction, pour que ce soit correct, il faut qu'il y ait le même nombre d'atomes de chaque côté. Donc de ce côté-là de la flèche et de ce côté-là de la flèche, il doit y avoir les mêmes atomes et le même nombre d'atomes. Il doit aussi avoir le même nombre de charges, c'est-à-dire le même nombre de plus, le même nombre de moins. Oups, pardon. Alors, et là justement, on va utiliser la méthode qui marche à tous les coups pour équilibrer la réaction. Déjà, on commence par se demander quels atomes on a de ce côté. C'est-à-dire quelles lettres correspondent. Ici, vous avez la lettre H, ça correspond aux atomes d'hydrogène. Ok, on n'en a qu'un. Il n'y a pas de chiffre devant, il n'y a pas de chiffre en bas. Donc vous avez un atome d'hydrogène. Vous avez un atome de zinc. Donc faites attention, parfois les atomes, on les note une lettre majuscule et une lettre minuscule. Mais ça, c'est qu'un seul atome. Quand c'est une lettre minuscule, ça compte avec la lettre majuscule. Ok. Et ensuite, au niveau des charges. Ici, vous avez un plus. Ici, vous avez rien. Donc au total, vous avez
un plus. Ok. On passe du côté des produits. Vous retrouvez encore la lettre H. Sauf que, cette fois-ci, vous avez un petit 2 en bas. Et qu'est-ce qui veut dire ce petit 2? Je vous l'ai déjà dit. Quand on a un 2 qui est en bas, placé derrière en bas, ça parle du nombre d'atomes qui est juste devant. Ça veut dire que vous avez 2 atomes d'hydrogène. Donc là, finalement, on a 2 atomes d'hydrogène au total. Les atomes de zinc, combien on en a? Faites attention, ce 2-là, ce n'est pas le même que ce 2-là. Quand le 2 il est en haut, c'est pas sur le nombre d'atomes, c'est sur le nombre de charges. D'ailleurs, on ne voit pas très bien le plus ici, je le refais. Mais ça veut dire que vous avez 2 plus. Pas que vous avez 2 zinc. Là, vous n'avez qu'un seul zinc. Vous auriez 2 zinc si vous aviez un petit 2 ici, mais là, vous n'avez rien. Donc, vous n'avez qu'un seul zinc. Et par contre, combien vous avez de charges plus? Là, vous en avez 2. 2 plus. Et là, du coup, on se rend compte qu'effectivement, on a un petit problème. Parce que vous avez le même nombre d'atomes de zinc. Ça, tout va bien. Mais ici, vous n'avez qu'un hydrogène. Là, vous en avez 2. Et effectivement, justement, il va falloir équilibrer ça. Même chose, vous n'avez qu'un plus alors que vous avez 2 plus de ce côté. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous voyez qu'ici, pour avoir le même nombre, il faudrait ajouter un H et ajouter un plus ici. Comment ajouter à la fois un H et un plus? Eh bien, en fait, on va multiplier ce nombre-là par 2. Parce que si vous mettez un facteur 2 ici, un facteur multiplicatif, ça veut dire que vous aurez non pas un atome d'hydrogène, mais 2 atomes d'hydrogène, et non pas une charge plus, mais 2 charges plus. Et ça vous permet d'avoir le même nombre de chaque côté. Ok? Sachez que c'est un peu compliqué. Vous en faites pas, on va s'entraîner, ça finira par passer. Et justement, continuons à nous entraîner avec ce bonus qui a été pas beaucoup fait, mais c'est normal, il était plus difficile. Sauf que si on utilise la même méthode que là, vous allez voir, on va y arriver. Donc, on va déjà compter le nombre d'atomes, donc le type d'atome et le nombre d'atomes de ce côté-là. Vous voyez qu'on a la lettre H. Donc on a des atomes d'hydrogène. Combien est-ce qu'on en a? Là, ici, vous avez H2O. Le 2, il est sur le H. Ça veut dire que vous avez 2 atomes d'hydrogène. Ok. On a des atomes de O, d'oxygène. Vous en avez un ici, H2O. Attention, le 2 n'est que sur l'atome placé avant, jamais sur l'atome placé après. Là, vous n'avez qu'un oxygène. Mais là, vous avez CO2, 2 moins. Ce petit 2 en bas, il veut dire que vous avez 2 atomes d'oxygène. Donc, vous en avez un là et vous en avez 2 là. Au total, vous en avez 3. Et enfin, il vous reste l'atome de carbone. Ici, même chose, il n'y a pas de chiffre placé en bas de l'atome de carbone, donc vous n'en avez qu'un. Un seul atome de carbone. Très bien. Et ensuite, on compte le nombre de charges. Ici, il n'y a pas de charge sur le H2O. Là, vous avez 2 moins. Ça veut dire que vous avez 2 charges moins. Ok, ça marche. On a fait ce côté-là. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'on va devoir ajouter ici. Donc, j'efface ça. Là, pour le moment, de ce côté-là, vous n'avez que H au moins. C'est-à-dire que vous n'avez que un H et que un O. Et même que un moins. Donc, réfléchissons à ce qui manque. Il vous manque un moins. On est d'accord, pour arriver à 2 moins, il faudra que vous rajoutiez un moins. Il vous manque un H. Pour arriver à 2 H, il va falloir que vous rajoutiez un H de ce côté-là. Il vous manque 3 O. 2 O, pardon, j'ai des bêtises. Vous avez un O, il va falloir que vous en rajoutiez 2. Et enfin, il vous manque un C. Donc là, il vous manque plein de choses en fait. Qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque un hydrogène. Il vous manque 2 oxygènes. Il vous manque un carbone. Et il vous manque un moins. C'est assez énorme. Mais justement, on va essayer de créer une molécule ici qui comporte tout ça. Donc justement, ici, on va commencer par rajouter, donc on fait plutôt dans l'ordre alphabétique. Il faut que vous rajoutiez un C. Ok, on rajoute C. Il faut que vous rajoutiez un H. Ok, on rajoute un H. Donc pour le moment, on ne met rien en dessous parce que on n'en a besoin que d'un. Il faut que vous rajoutiez 2 O. Là, ça se complique du coup. On a O, on doit en rajouter 2 fois. Si vous mettez le 2 ici,
ça ne marche pas. Parce que ça voudrait dire que vous avez 2C, 2H, 2O. Non. Donc, on ne mettra le 2 que sur le haut, donc en bas du haut. Et on l'a dit tout à l'heure, il vous manque un moins. Ça veut dire que la charge de tout ça, c'est moins. Ok? Vous voyez, c'est pas évident. Je trouve que c'est pas intuitif. Mais par contre, si on sert de cette méthode-là et qu'on réfléchit quels sont les atomes à ajouter, on ne peut pas se tromper. Ok. J'espère que ça a été, que c'est pas trop compliqué. N'hésitez pas à poser, je vous l'ai déjà dit, mais des questions dans les commentaires ou bien sur l'ENT si vous avez besoin. Prenez le temps de regarder. Vous pouvez aussi regarder la vidéo du sujet A si vous voulez. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et à bientôt.